Merci déjà de m'avoir associé à vos débats. J'ai réussi à me libérer pour être là dès 14 heures et j'avoue que je me suis régalé à la lumière de tous les témoignages qui ont été apportés et de toutes les dynamiques. Parce que, étant moi-même originaire de province, moi-même originaire aussi des Bouches-du-Rhône et portant de nombreuses réflexions depuis près de 30 ans sur cette grande métropole, comme je dis souvent, j'étais allé au Grand Paris pour montrer à mes voisins et collègues et amis bucco-rhodaniens que ce qu'on pouvait faire au Grand Paris, on pouvait le faire aussi dans les régions. Et vous êtes arrivé à un ordre de grandeur équivalent au Grand Paris Express. Moi, j'avais fait lors de réflexions dans d'autres groupes un calcul de coin de table en disant l'Île-de-France, c'est un tiers des zones denses de notre territoire. Donc, si on a mis à peu près 45 milliards sur le Grand Paris Express, il faudrait en mettre 90 sur les territoires. Donc, je ne veux pas vous inciter à la dépense, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le besoin, c'est pas que l'aménagement du réseau ferroviaire, c'est aussi des projets de métro, des projets de tramway, qui ont leur importance dans une dynamique que je vais essayer de rappeler et qui reste encore à bâtir et évidemment à financer. Alors juste pour peut-être casser l'ambiance, remettre tout ça en perspective de tout ce qu'il y a devant nous, parce que tout ça, ça participe d'un grand mouvement, ça a été un peu la colonne vertébrale du rapport que nous avons produit avec TDIE en janvier dernier, c'est la question du financement de la transition écologique. C'est deux sujets, c'est la décarbonation, mais c'est aussi la défense de la biodiversité. Autant la décarbonation, il ne se passe pas un journal télévisé sans qu'on parle d'une catastrophe météorologique. Donc ça nous rappelle à quel point le sujet est prégnant. L'impact sur la biodiversité, c'est quand même un peu plus tenu et il faut être un peu, on va dire, sensibilisé au sujet pour y prendre attention. Quel est le lien avec nos sujets d'aujourd'hui ? C'est qu'en fait, la défense de la biodiversité passera par la redensification de l'urbanisation, par un développement qui sera non plus de l'étalement urbain. Là aussi, j'étais très content cet après-midi d'entendre l'un des intervenants mettre ce sujet-là sur la table. Et j'avoue que quand même, la première fois que j'ai entendu parler sur les ondes du RER métropolitain, j'ai eu un petit picotement parce que les RER, ça a été quand même un des grands outils en Ile-de-France de l'étalement urbain. Donc il faut quand même faire attention dans les termes de ne pas perdre de vue cet objectif-là. Et ça renvoie finalement à la question globale d'une réflexion commune entre urbanisme et mobilité. Mais quand je disais tout à l'heure que je voulais un peu casser l'ambiance, c'est, oui, la transition écologique, c'est beaucoup d'investissements devant nous. Je ne vais pas revenir dans tout le rapport de TDIE, mais on avait raisonné sur un montant à peu près annuel d'investissement supplémentaire de 40 milliards d'euros par an. Alors c'est des chiffres tellement gros que ça ne parle plus, on ne sait plus de quoi on parle. Je vais essayer juste de les ramener en proportion d'autres éléments. 40 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires de l'activité des entreprises de travaux publics. On doit être à 49, je crois, cette année. Donc on ne parle pas de rien. Hein. Donc ça veut dire qu'il va falloir que les entreprises y trouvent les hommes et les femmes pour faire ce boulot-là. 40 milliards, c'est 10 fois ce qu'investissait la Société du Grand Paris. Donc ça veut dire qu'il faut créer globalement sur le territoire des équipes de maîtrise d'ouvrage équivalent à entre 10 et 20 fois la Société du Grand Paris. C'est pas une mince affaire. Pour avoir été le président du directoire qui est passé de 200 personnes à 1000 personnes, je peux vous dire que c'est compliqué de trouver des gens compétents pour faire ça. Donc il faudra en trouver 10 à 20 fois plus. Et puis troisième ratio, qui là aussi va plomber l'ambiance, c'est 40 milliards d'investissements par an, c'est donc 40 milliards de dépenses publiques par an, c'est 1,5% du PIB. Je rappelle que l'objectif, c'est de ne pas dépasser 3, on est à 6, donc ça va être aussi compliqué. Donc tout ça pour dire que, et c'est les 3 points de vigilance qui sont un peu les enseignements que je voulais partager avec vous. Le premier point de vigilance, c'est que l'utilité publique des projets va être évidemment un élément fondamental parce qu'il va y avoir, comment dirais-je, tout le monde va se battre au portillon. Il va y avoir un vrai enjeu de compétition entre tous ces projets pour des questions financières, pour des raisons de comptabilité publique, pour des questions de ressources humaines. Or, cette utilité publique, elle est par nature toujours difficile pour les gros projets de transport collectif, les gros projets ferroviaires, parce que c'est des projets qui coûtent très cher et dont l'utilité publique, c'est-à-dire l'avantage qu'on en retire, il n'est pas sur 10 ans comme un projet informatique, il n'est pas sur 20 ans comme un projet routier, ou 30 ans, il est sur un siècle, 2 siècles. Le métro parisien a 1 siècle, on n'imagine pas de s'en passer avant, j'en sais rien, des siècles et des siècles.
Or, les mécanismes d'évaluation ne savent pas prendre en compte cette chose-là. Donc il y a un vrai sujet à pouvoir justement les construire. Deuxième sujet de préoccupation dans cette dynamique-là, d'être le projet le plus prioritaire, c'est qu'on met toujours en avant l'effet décarboné. Bon. Mais là aussi, sans remettre encore une mauvaise nouvelle sur la table, un projet qui aujourd'hui, à l'heure où on parle, n'a pas été décidé, n'a pas fait l'objet d'une utilité publique, n'a pas fait l'objet des concertations suffisantes, à mon avis, ce n'est pas avant 2035 que le premier mètre cube de béton sera coulé. Et comme il faut quand même entre 5 et 10 ans pour le réaliser, ça veut dire qu'on va se retrouver vers 2045. Or, un projet, c'est aussi une dette carbone. C'est aussi un impact carbone. Donc les effets de décarbonation qu'on peut en attendre, ben, entre 2045 et 2050, si on est au rendez-vous de tous les autres éléments de politique publique, ben, on va avoir du mal à le justifier. Et c'est là que je reviens sur la question de l'urbanisme. L'une des raisons majeures de tous ces projets des Serm, c'est bien évidemment la décarbonation, mais c'est aussi et surtout les effets sur l'urbanisation. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure les effets négatifs contre lesquels il faut se protéger, c'est-à-dire ne pas faire en sorte que les projets soient des éléments d'étalement urbain qui nous ramèneraient finalement aux politiques des années 80-90, mais au contraire des outils au service d'une densification urbaine. Et c'est sur cette densification urbaine que vous allez construire l'utilité des projets, que vous allez faire de ces projets des projets prioritaires. J'ai en tête qu'un certain nombre de lignes du Grand Paris Express, quand on regardait, mais qu'est-ce qui rendait ces projets utiles, qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient une rentabilité socio-économique importante, eh bien, ça n'était que pour 50% des données que je qualifie de transport. C'est le gain du temps, c'est le report modal, c'est le gain en sécurité routière, vous savez, cette valeur tutélaire du mort qu'on évite. C'était que la moitié. L'autre moitié, c'était l'effet de métropolisation. C'était le gain en accessibilité. C'était le fait que vous alliez pouvoir aller 4 fois plus au théâtre, au cinéma, parce que vous aviez multiplié par 10 la proximité des équipements culturels. C'est ce qui vous permettait d'avoir accès en 20 minutes plutôt qu'en 2 heures à un grand nombre de places en BTS, en université, en école d'ingénieur. Et cet élément-là, qui est indissociable de la concentration urbaine, doit vraiment être un peu au cœur de la réflexion. Encore une fois, il va y avoir une compétition, il va y avoir besoin de sortir des bons projets, et cette notion de lien avec l'urbanisation est vraiment pour moi un élément qui doit être mis en valeur. Ça a été un élément fondamental du Grand Paris Express, ça le sera aussi, me semble-t-il, pour tous les projets du CERN. Deuxième sujet de vigilance, bon, le financement. Ça, c'est la tarte à la crème, tout le monde sait qu'on a besoin d'argent. Mais il y a un autre sujet dont on n'a pas conscience quand on est dans une métropole, quand on est dans une région, quand on est dans une communauté de communes, c'est que 1 milliard, plus vous êtes déjà à 46. Bon, je pense que ça va largement aller au-delà de ça. Alors, vous allez frapper une contrainte que vous n'avez pas dans vos institutions. Parce que quand les États ont signé le traité de Maastricht et se sont engagés à respecter un certain nombre de ratios, il ne faut pas que les dépenses publiques se traduisent par un déficit supérieur à 3% du PIB par an, il ne faut pas que la dette dépasse 60% du PIB. Les collectivités ne sont pas engagées par ce traité. Elles n'ont pas à le respecter. Sauf qu'il y a quelqu'un en haut, à Bercy, qui fait la somme. Et quand la somme elle commence à rentrer dans des eaux un peu turbulentes, eh bien, il va trouver toujours une façon pour réguler et faire en sorte que ça se fasse plus tard, différemment, voire pas du tout. Or, cette contrainte-là, elle est fondamentale. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est quand on va à la commission à Bruxelles, on n'a pas des gens aussi butés qu'on veut bien l'entendre. Ils sont parfaitement conscients de l'incohérence actuelle entre le pacte de stabilité, qui est à l'origine de ces contraintes, et les ambitions que l'Europe porte, que le Parlement a portées il y a encore pas si longtemps que ça en matière de transition écologique. Donc ils sont prêts à ouvrir. Vous savez, je vous donne un truc, il y a eu en avril dernier, il y a 1 an, mais on l'entend quasiment nulle part en France. Il y a 1 an, la Commission a autorisé les États à enlever dans la trajectoire des dépenses publiques que les États doivent donner tous les ans à la Commission pour montrer qu'ils sont en train d'essayer de revenir dans les purs, pour les pays qui n'y sont pas, donc la France en particulier. Eh bien, la Commission a autorisé à ne pas prendre en compte les projets d'infrastructure qui sont cofinancés par l'Europe. Donc le canal Seine-Nord, le tunnel Lyon-Turin, certaines lignes à grande vitesse, mais c'est une très bonne nouvelle, ça. Le vrai sujet maintenant, c'est de faire en sorte que les critères s'élargissent,
qu'on puisse aussi intégrer dans les critères qui permettraient d'enlever les infrastructures et les investissements en infrastructures, ceux qui rentrent et qui sont au cœur de la décarbonation, ceux qui rentrent et qui sont au cœur de la protection de la biodiversité. Mais en tout cas, si on veut résoudre un problème, il vaut mieux en être conscient. Et j'avoue que malheureusement, ce n'est pas un sujet qu'on voit souvent dans la réflexion des CERM, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas une contrainte qui est mordante pour les acteurs des territoires. Sur la question du financement, je n'y reviens pas, c'est tellement une banalité, vous êtes tous au courant qu'il faut trouver de l'argent. Je pense aussi que vous êtes au courant que la conférence actuelle qui a été initiée à Marseille le 5 mai dernier par le Premier ministre est vraiment une occasion de ne pas rater. Évidemment, il est facile de faire preuve de scepticisme en disant c'est la 3e, la 4e, la 5e, ça dépend de l'âge de votre serviteur. Initiative sur le financement des infras, et à la fin, ça accouche d'une souris. Sauf que là, il y a une occasion unique, une occasion historique, c'est que les contrats de concession qui ont été initiés dans les années 50, qui vont terminer entre 2031 et 2035, après 70 ans de bons et loyaux services, ont servi à investir des centaines et des milliers de milliards dans le réseau autoroutier. Et donc la question c'est, est-ce qu'on rend tout ça gratuit ou est-ce qu'on continue à faire payer le même montant, mais avec comme corollaire que les 2/3 pourraient être redistribués sur d'autres politiques publiques. Ça, c'est un moment à ne pas rater. Sinon, il y a 2 exemples possibles. L'exemple espagnol où ils n'ont pas préparé la fin de leurs autoroutes, la fin de leur contrat de concession. J'invite tous ceux qui auraient l'occasion d'aller à Barcelone de voir l'état d'évolution du réseau entre Perpignan et Barcelone, du côté espagnol. C'est vraiment dramatique. Plus d'argent pour l'entretenir, un trafic poids lourd qui a explosé, des problèmes de sécurité et une dépense budgétaire qui est devenue entièrement publique. Donc ce moment, aspirateur à voiture et à camion. Donc cette initiative de la conférence des financements est vraiment essentielle parce qu'aujourd'hui, pour avoir, dans le cadre du think tank TDIE, réfléchi à des ressources de notre nature, on n'en a pas trouvé. Hein. On peut toujours dire on rêve, on va rajouter 2 points de TVA, mais enfin, à mon avis, ça n'a pas beaucoup prospéré. Puis il y a comme qui dirait d'autres besoins ailleurs, donc c'est ça qui va être un peu difficile. 3e sujet de vigilance, là aussi que je tire non seulement de mon passage à la Société du Grand Paris, mais également de mon expérience d'une 30aine d'années de maître d'ouvrage, c'est que il y a aussi j'évoquais que les contraintes maastrichtiennes étaient un peu un angle mort auquel on ne pensait pas. Il y a aussi un angle auquel on ne passe pas souvent, c'est que pour faire des projets, quand on a enfin l'argent, il faut des hommes et des femmes. Il faut des maîtres d'ouvrage. Alors, vous avez des écoles qui forment des urbanistes, vous avez des écoles qui forment des architectes, vous avez des écoles qui forment des avocats, vous avez des écoles qui forment des ingénieurs des ponts, mais vous n'avez pas d'école qui forme des maîtres d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est un chef d'orchestre. Il est peut-être violoniste, hein, ou il était peut-être saxophoniste, ou il est peut-être ni l'un ni l'autre, il est juste appris le solfège, mais qui est capable de coordonner avec une sensibilité technique, une sensibilité urbaine, une sensibilité architecturale, une sensibilité politique, une sensibilité sociologique, toutes les étapes nécessaires pour faire aboutir un projet. Il se trouve qu'on avait une machine qui fabriquait des maîtres d'ouvrage. C'était le ministère de l'Équipement. Et puis pendant des années, ce ministère a essaimé, à alimenter les collectivités locales, à alimenter les établissements publics. Sauf que depuis 2007, il a arrêté de fabriquer ces profils-là, ces compétences-là, que la disparition ou la réduction forte des contrats de plan a réduit là aussi l'ampleur pour apprendre à faire des projets, et que depuis déjà quelques années, un bon nombre de maîtres d'ouvrage publics se disent « mais au fait, où est-ce que je les trouve ces gens ?» J'ai évoqué le fait que j'avais embauché à peu près 800 personnes à la Société du Grand Paris en 3 ans, 85% venaient du privé. Ils avaient fait du bâtiment, ils avaient fait du logement, ils avaient fait des raffineries, mais ils avaient le métier de maître d'ouvrage, ce métier de chef d'orchestre. Eh bien, il va en falloir 10 à 20 fois plus. Alors, pour faire ça, et ça renvoie avec l'enjeu de la conférence des financements, il faut donner envie à des jeunes diplômés ou à des gens expérimentés, où qu'ils soient, de faire ce métier. Mais vous ne donnez pas à quelqu'un l'envie de faire ce métier s'il n'a pas le sentiment qu'il va y avoir de quoi l'occuper. Or, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe extraordinaire. On voit à quel point il va y avoir un mur d'investissement et on n'est pas capable aujourd'hui de donner de la crédibilité à ça. Et c'est l'un des autres enjeux qui, pour moi, est important dans les conclusions que l'on peut espérer de la conférence de financement, c'est donner non seulement de l'argent, mais surtout qu'il soit fiable. Que ce ne soit pas une annonce supplémentaire de 50 ou 100 milliards, mais qu'il y ait une forme d'affectation.
la grande réussite de la Société du Grand Paris, c'est deux choses. C'est le fait de pouvoir emprunter, mais aussi d'avoir une forme de protection de ses recettes par une loi spécifique. Peu importe l'assiette, peu importe la manière dont c'est attribué, on pourrait très bien imaginer que les contrats de plan État-région aient pu avoir le même durcissement si on avait été capable de respecter ces engagements-là. Mais si on n'a pas cette capacité à donner de la visibilité, encore une fois, on n'aura pas les hommes et les femmes qui auront envie de faire ce métier, mais je ne crois pas qu'on ait aussi des entreprises capables de faire ces métiers-là. Parce que quand j'évoquais tout à l'heure que le mur d'investissement de la transition écologique, certes, il n'y a pas que les CERM, mais il y a tout le reste. Faire des centrales nucléaires, faire des réseaux pro RTE, faire les aménagements pour le ferroviaire, tout ça, ça demande que les entreprises fassent des choix en recrutant, en embauchant, en formant. Et vous n'allez pas doubler le chiffre d'affaires d'une entreprise si vous n'avez pas une visibilité sur les commandes publiques futures. Donc voilà un peu les enseignements que je souhaitais partager avec vous, qui sont issus à la fois du cas concret du Grand Paris Express, parce que 45 milliards d'investissements, on n'en a pas fait beaucoup ces dernières années. C'est accessoirement l'ordre de grandeur de ce qu'il faudra pour les centrales, c'est ce qu'il faudra pour le site d'enfouissement à Bure, c'est ce qu'il faudra pour Orano et son nouveau centre de déchets à La Hague. Donc vous voyez, il n'y a pas que les transports, il n'y a pas que les CERM qui ont des grands besoins en ingénieurs, en architectes, en urbanistes et en finance. Mais donc il faut que pour tout cela, on ait une visibilité, et c'est ce que je crois est le plus urgent aujourd'hui. Je vous remercie.